Hello les girls, je vous fais une petite intro pour ce podcast un peu spécial qui a été enregistré en extérieur durant la Gay Pride de Rouen dans un parc qui s'appelle le Square Verdrel. On aborde des sujets différents et là on va aborder la vision de la santé mentale dans notre monde. Vous allez remarquer qu'il y a un son un peu différent car nous avons enregistré donc dans le parc, dehors, à la bonne franquette, avec toute la vie qu'il y avait autour, que ce soit la circulation, les personnes qui étaient à la Gay Pride, les manifestations, la musique, toute la vie en fait qu'il y avait autour. Donc excusez-nous d'avance si parfois le son n'est pas super top, surtout que moi je crie beaucoup parce que j'avais peur qu'on ne m'entende pas, donc ne soyez pas surpris parfois d'avoir des petites hauteurs et du coup des voix basses aussi. Et je voulais vous faire un trigger warning car nous allons parler de santé mentale et donc parfois de choses telles que le suicide, les envies suicidaires, des pathologies en question. Donc voilà, petit trigger, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces sujets-là, je ne vous conseille pas d'écouter cet épisode. Et pour les personnes qui se sentent plus à l'aise, eh bien je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Eh bien on discute. Donc aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale, on est au Square Verdrel pour la Pride à Rouen et on va parler d'un sujet important, la vision de la santé mentale dans notre monde. Donc avant qu'on commence le vif du sujet, les filles, donc je suis accompagnée de 3 personnes. Est-ce que vous pouvez dire vos prénoms, votre surnom, comme vous voulez? Julie, Johanna, Jade, la team DJ. Donc du coup, pour introduire un peu le podcast, je voulais donner une définition donc, qui est présente sur l'Organisation mondiale de la santé. La santé mentale est un état de complétude entre la bien-être physique, mentale et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc elle permettrait de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès et productivité et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Je cite, c'est la définition qui est sur l'OMS. Et elle dit qu'il y a des facteurs importants qui constituent du coup, qui favorisent plutôt la santé mentale. C'est les facteurs socio-économiques, biologiques, environnementaux, dont l'environnement de travail et les conditions de travail. Donc c'est finalement, ce que j'ai observé en lisant ça, c'est que c'est beaucoup des facteurs extérieurs, mais des facteurs extérieurs dans une société violente. Donc du coup, c'est tout un sujet, la santé mentale par rapport à ça. Et donc vous les filles, si vous voulez rebondir sur la définition qui a été donnée par l'OMS, vous pouvez, et ensuite enchaîner par vous ce que c'est pour vous la santé mentale. Let's go. Je vous en prie. Quelle J commence? Déjà, on peut déjà considérer que la santé mentale, elle a aussi été entre grosses guillemets, non, c'est quoi le mot? Conditionnée. Non, je voulais dire, elle a été mise dans un gros dictionnaire, on va dire, ouais. Le DSM. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, c'est diagnostic statistique manuel, je crois. D'accord. Et que par exemple en 2013, le DSM-5 est sorti, je sais plus si c'est exactement en 2013, quand le DSM-5 est sorti, donc c'est la version actuelle. Rien que un changement majeur, c'est d'avoir retiré l'homosexualité de des troubles maladie mentale, exactement. Donc déjà c'est c'est pas vieux? Non, c'est vraiment pas vieux. Non. C'est comme et tout ce qui est transidentité encore pire. Ouais. 2009 je crois et 2019 dans le monde et en France on a été avant-gardiste là-dessus, parce que du coup je l'ai lu. Ah ouais? C'était, ouais, je te jure, 2009 et 2019 tout le monde a suivi quoi. Ouais. Étonnant. Ça m'a carrément étonné. Ouais. Carrément étonné. Mais ouais. Après, je sais plus si ça y est encore, parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est la dysmorphophobie? Non, c'est la dysphorie. Ah la dysphorie, c'est quoi ça? C'est la dysphorie de genre, c'est quand c'est pour les personnes qui sont en transition de genre. Mais sauf que c'est transidentité, etc. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que c'est défini comme un trouble en fait. Okay. Comme ne pas du tout se sentir bien dans son propre genre. C'est un peu comme si en psychiatrie, oui voilà. Comme si on t'emmenait dans les centres à l'ancienne, ce qu'ils faisaient là pour changer les fameux centres. Non mais là j'hyperbolise le truc, mais
que c'est pas normal, quoi. Ouais, en tout mais cas, c'est vous avez considéré comme un des trouble. centres carrément. Ouais, ah oui, pour, carrément. les Oui. gens qui Mais étaient, même les personnes qui étaient homosexuelles, les personnes qui étaient, qui se sentaient pas à l'aise dans leur genre, psychiatrie, enfin, ouais. n'importe quoi. Mais du coup, ouais, et du coup, là, enfin, personnellement, moi, ce qui m'a choqué dans cette définition, c'est le truc que la santé mentale permettrait de travailler avec succès et productivité et d'apporter et que ça nous donnait aussi l'opportunité d'apporter une contribution à la communauté. Donc en fait, j'ai trouvé ça hyper chelou d'associer ces choses-là. En gros, que d'être bien dans ta tête, ça te permet d'être productif et d'être bien au travail. Donc, un truc relié. Enfin, je trouve que c'est complètement antinomique, tu vois, avec la santé mentale. Donc, ça, moi, ça m'a carrément choqué. Mais du coup, toi, Jade, pour toi, c'est quoi la santé mentale? Bah, c'est quand même vachement compliqué à expliquer, à définir, effectivement, parce que déjà c'est la santé mentale. Si on parle de bien-être, serait vraiment d'être. Pour moi, il y a la définition, elle reprend quand même des bases fondamentales, c'est-à-dire le bien-être dans l'environnement, bien-être biologique, ils ont dit, ouais. Dans ton biologique, corps, un peu, genre. social, économique. Et ça, c'est vraiment fondamental pour un bien-être mental. Mais surtout que faut savoir ce qui rentre dans ces catégories, parce que c'est pas facile aussi de les définir. L'environnement, c'est énormément de choses. C'est l'environnement familial, par exemple. Ça, c'est pour moi, c'est un peu la base en fait de comment on va se sentir plus tard. Complètement. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. C'est surtout les parents, ton éducation, ton foyer. Ça nous impacte énormément en fait. Oui. Dans notre construction. Bah ouais. C'est clair. Après, faut voir aussi plus large. Donc, du coup, les gens, nos amis, par exemple. Encore plus large, il y a, je sais pas, l'école, l'éducation. Enfin, en vrai, c'est tellement grand que là, la définition, elle est très courte pour quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de facteurs et beaucoup de... Enfin, le prisme, il est quand même gigantesque, c'est clair. Moi, je trouve qu'on parle pas assez aussi du fait qu'il y a des personnes qui se sentent coupables d'aller mal parce que elles ont tout pour être heureuses dans leur vie, en théorie. Et c'est vrai que du coup, on minimise la douleur des personnes qui vont mal parce qu'elles ont tout pour être heureuses. Et après, qui définit qu'est-ce que c'est Non, avoir mais tout pour oui, être c'est heureuse, ça. tu vois. Mais c'est ça le problème du coup. Oui. Ouais, je comprends. Ouais, c'est clair. Puis en plus, je trouve que c'est pas forcément lié parfois, parce que du coup, je trouve que dans la santé mentale, comme tu disais, ça englobe plein de trucs. Parce que t'as le fait d'avoir des dents, après t'as des maladies. Donc t'as la dépression, c'est une maladie, t'as la fait de la bipolarité, T'as les troubles anxieux, t'as les troubles du comportement alimentaire. Ouais. T'as vraiment, plein de trucs en vrai. ouais. En fait, ça englobe beaucoup de choses à la santé mentale. Hein. Et toi, Julie, c'est quoi pour toi la définition de la santé mentale? Je rejoins complètement ce que Jade et Johanna viennent d'expliquer. Et si je devais faire comme si j'avais rien entendu et dire pour moi ce que c'est, je dirais le bien-être. Pour moi, santé mentale, c'est bien-être. Et c'est vrai que justement, du coup, c'est intéressant que le fait que tu aies mentionné les différents facteurs, mais non, les différentes maladies. Ah vraiment, oui, parce que du coup, tu vois, moi je pense au bien-être. Et tu vois, j'ai pas fait un lien, par exemple, avec la dépression qui est une maladie, alors qu'en fait, je trouve qu'il y a tout un gros amalgame à ce niveau-là, et même santé mentale aussi, ça va être t'es fou, genre. Oui, il y a eu ce regard-là. Il y a toujours, selon vous, trouvez qu'il y a toujours? Ouais. Ça s'améliore. Mais pas dans toutes les catégories. Par exemple, ça s'améliore un peu en général par rapport aux adolescents et enfants. Enfin, je sais pas si vous avez vu aux informations, il y a pas longtemps, ils ont parlé justement d'à quel point en fait il y a de plus en plus d'enfants adolescents qui sont suicidaires. Donc déjà, je trouve que c'est peut-être très lent, mais ça commence à arriver petit à petit. Par contre,
la santé mentale au travail, ça c'est autre chose. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez et que c'est vraiment hyper banalisé en fait. Ce qui est harcèlement, les risques psychosociaux, donc ça arrive fréquemment et bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que y a tout... mais c'est pour ça que c'est ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée, c'est qu'ils mettent que les facteurs environnement au travail et conditions de travail sont des causes qui impactent énormément la santé mentale. Ok, donc vous le savez, qu'est-ce qui est mis en place concrètement dans tout ce qui est management toxique, tout ce qui est charge de travail, tout ce qui est te faire culpabiliser, le fait qu'il y ait des manques de formation, enfin il y a plein de choses dans le monde du travail aujourd'hui en France qui ne vont pas. Et donc eux, ils font un truc, un édifice santé mentale, et en fait finalement, on sait ce qui peut impacter, mais pour autant il n'y a pas de choses mises en place. Donc je trouvais ça trop bizarre en fait comme corrélation, ça m'a un petit peu interpellée quoi. Mais ok, pour la définition, est-ce que vous avez déjà été touché de près ou de loin par le sujet? Oui. Franchement, qui ne l'a pas été, franchement? Je sais pas. Plus le temps y passe, plus je rencontre de personnes, plus je discute, plus je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, plus je me dis, mais en fait, on a tous. Ou juste aussi constater ceux qui n'ont pas conscience d'avoir. Des problèmes. Ouais. Enfin, je vois beaucoup qui sont dans le déni. Oui, et même qui c'est tellement banalisé pour eux, ils viennent de générations différentes où l'approche de la santé mentale, tout ce que. Encore une fois, je compare notre génération, les 90, à celle de mes parents qui sont de 60-70. Mais c'est tabou. Hein. C'est un truc de malade chez eux. Enfin, je veux dire, là, quand je vois. Mon père, quand je vois comment. Ma mère, c'est un peu différent dans le sens où elle est beaucoup plus réceptive et à l'écoute. Le dialogue, il est plus facile. Mais je vois les constructions sociales de mon père et son éducation et comment ça a été fait dans sa famille et par rapport à sa génération plus globalement. Il n'a pas du tout conscience il a besoin d'aide, mais pour lui, son comportement, il est normal. Mais en fait, c'est parce que c'est l'éducation, ils n'ont pas eu la place de s'exprimer quand ils étaient jeunes, on leur a pas permis de pouvoir s'exprimer, et du coup, maintenant, ils se sont construits comme ça, et ils le font pas. Mais c'est flippant et attristant de voir que beaucoup de nos aînés sont dans des constructions et des schémas complètement toxiques, complètement malsains et hyper tristes, en fait. Et qu'ils s'en rendent même pas compte, ils ont l'impression que c'est plus autour d'eux, que c'est pas normal, ou c'est les nouvelles générations, ça va trop vite. Oui, excuse-moi, mais oui, il y a un paradoxe, hein. C'est clair. Moi, je le vois. Moi, ma mère, elle est assez ouverte, puis elle a travaillé en psychiatrie légère, entre guillemets, c'était à l'hôpital, parce que du coup, quand c'était vraiment des maladies psychiatriques assez lourdes, entre guillemets, ils n'avaient pas les compétences pour gérer, mais elle a vu plein de profils et tout, et du coup elle est très ouverte d'esprit, elle est dans le non-jugement total, elle est très à l'écoute du coup. Et après mon père, moi par exemple, je pense que il juge pas, mais je pense qu'il y a des trucs sur lesquels il pourrait travailler qu'il ne travaille pas parce qu'il n'en a pas conscience. Et parce qu'ils n'ont pas envie aussi, hein. Il y en a beaucoup. Ah, tu penses? Ouais. Moi, je sais que mon père, il a juste pas envie, en fait. Puis ils savent pas non plus vers qui se tourner, etc. Et pourquoi ils ont pas envie, tu vois? Et des hommes aussi, c'est la pudeur. La pudeur masculine, sur ça, c'est quand même un truc de fou. Et moi, ça me fait de la peine. Je suis un peu en colère contre eux parce qu'ils sont quand même en âge de comprendre les choses. Donc, c'est-à-dire que quand t'as une discussion ouverte avec un adulte, un adulte, on est des adultes aussi, mais là, je fais le rapport enfant-parent. Et qu'on leur explique des trucs, qu'on essaye de leur enlever un petit peu les œillères, etc. Et qui sont, oui, mais nous, c'était pas comme ça. Tu sais, ils s'arrêtent à c'est un problème générationnel. Pour moi, c'est trop tard, ça sert à rien. Donc, tu sais un petit peu, mais tu veux pas faire l'effort, comme tu viens de dire, Johanna. Enfin, ils ont même pas envie de le faire, quoi. Mais alors, du coup, te plains pas ou viens pas plutôt impacter ma santé mentale moi avec le problème de ta santé mentale, tu vois. Moi, il y a beaucoup des gens de cette génération-là qui m'ont dit vous vous écoutez trop. Oh là là, ouais. Et vous parlez trop. Oui, oui. Oui. Heureusement qu'on s'écoute quand même. Mais en fait. C'est vrai que ça, j'ai eu cette réflexion-là. Vous vous écoutez trop, nous, on allait au charbon, quoi. Et c'était comme ça, et c'est la vie qui est comme ça.
Après, moi, je trouve qu'on a un problème aussi dans notre génération, c'est qu'on a grandi avec les téléphones. Ouais. Et du coup, il y a les réseaux sociaux qui sont sortis. Et maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et il y a des schémas, par exemple, je vais parler des jeunes femmes, des adolescentes, qui vont s'identifier en fait à des Instagrammeuses, etc. Et ça va créer des complexes et des mal-être chez certaines jeunes femmes. Ou jeune homme, peu importe. Oui. Enfin, bah, du coup, toi, c'est plus quelque chose que tu peux t'identifier, donc forcément, ça. Moi, je sais que mes troubles du comportement alimentaire, ils ont commencé aussi avec les réseaux sociaux et. Parce que tu voyais des nanas. Ok. Bah oui, non, mais clairement. Ouais, bah, c'est un problème. Et moi, par rapport au réseau, j'ai un truc aussi que je reproche aujourd'hui. On a trop de la chance parce qu'aujourd'hui, on libère la parole et tout. Mais en fait, maintenant, tous les réseaux, en fait, t'as 10 millions de problèmes. Parce que ça c'est toxique, ça c'est machin, ça c'est trop, ça c'est pas normal et ça moi c'est ça vous manque pas franchement est-ce que vous vous rappelez les débuts d'Insta en France? Moi perso j'avais genre 15 ans, 14-15 ans, 16 ans où j'ai commencé à vraiment utiliser Instagram. Je suis passée de Snap à Insta et ça me manque l'utilisation qu'on avait d'Instagram, donc du coup il y a 10 ans par rapport à maintenant. Je me rappelle plus trop. T'as pas le moi je le compare aujourd'hui, c'est du paraître. Paraître, et c'est beaucoup business, placement de produits, c'est devenu un outil de travail, je suis pas contre, tu vois, mais le côté dénaturé, simple ou authentique. Ouais, exactement. Ouais, carrément. Oui, c'est vrai, c'est devenu une plateforme. Je sais pas, on regardait les stories, ça nous faisait marrer, on mettait des âneries, je trouve que ça s'est perdu le côté simple. Bon enfant. La partage, le but premier de base des réseaux sociaux. C'est vrai. Surtout qu'en fait, maintenant, là, pas tous les influenceurs, évidemment, mais il y a pas mal de personnes qui justement utilisent cette image pour promulguer des idéologies des idéologies ou tiens, je viens de penser à un truc, mais je sais pas si vous avez entendu parler du skinny talk. Non. C'était sur TikTok justement, c'était un hashtag justement où en fait ça favorisait parce que c'est trop faible comme mot, mais c'était vraiment pour aduler la maigreur en fait. Ouais. Mais quand je dis la maigreur, c'est sincèrement, on parle d'anorexie à certains points et c'est vraiment hyper grave pour les jeunes filles parce que vraiment, heureusement ça a été banni parce qu'il y a eu waouh, désolée, je ne sais pas parler. Il y a eu pas un sondage, mais en gros, on a fait une pétition. Ah oui, voilà, une pétition. Moi aussi, je cherchais le mot là. Une pétition. C'était loin. Et une pétition qui a été signée par quand même pas mal de monde. Et du coup, là, ça a été supprimé. Mais évidemment, je sais pas si les vidéos en elles-mêmes ont été supprimées. Mais ça n'empêchera pas du tout les gens de faire valoir ce genre de contenu qui ne devrait pas. Ce qui est grave, c'est que ça a existé, quoi. Ouais. Parce que là, ça a été banni, c'est bien. Mais ce qui est grave, c'est que ça a existé et que ça a été partagé et que ça a été promulgué et qu'en effet, ça a dû poser des problèmes à certaines personnes qui se sont identifiées ou du coup qui pouvaient pas s'identifier et du coup qui se sont senties mal. Et ça promouvoit aussi parce que, comme tu dis, ça pouvait faire penser à l'anorexie. L'anorexie, en plus, parallèlement à ça, est une maladie. Et c'est une maladie de santé mentale. Enfin, c'est clairement. Puis l'anorexie, quand tu commences à être anorexique, tu l'es toute ta vie. Ça reste, c'est comme la dépression en fait, ça te suit. Ouais, tu sais que si t'as un moment de down direct, tu sais que tu peux rechuter. Ah ouais, non mais de ouf, c'est un truc de fou. Et t'as beau être suivi, t'as beau voir des psychologues, etc. C'est en toi, c'est ancré, c'est un schéma à déconstruire et à construire autrement, quoi. Ouais, c'est vrai que cette conversation, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Je pense que la dépression, c'est ça qui est dur à accepter, c'est que ça fait partie de toi. Mais je pense que par contre, tu peux vivre avec sainement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la nuance. Mais par contre, en effet, c'est là. Une fois que c'est là, mais ouais, c'est ça. En fait, je crois que l'acceptation, c'est dur. Et est-ce que vous pensez que l'acceptation, elle est d'autant plus dure parce que dans notre société, c'est pas forcément hyper compris, accueilli? Ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est un processus individuel et que ça dépend des personnes? Moi, je pense que c'est individuel, mais aussi collectif. Ouais, les deux. Parce que ça te regarde toi, mais quand ça te touche toi profondément et que ça commence à se transparaître sur l'extérieur et que les gens ils le voient direct quand ils voient tu vas vraiment pas bien, ça se voit et tout, et que t'es obligé d'en parler parce que ça transpire le mal-être. Ouais.
Là, du coup, ça inclut aussi le collectif. Et du coup, t'as des jugements, etc. Ouais, je vois. Ouais, il y a des impacts de... Ouais, je vois, c'est double impact. Bah oui. Tu te sens rejeté, les gens ils comprennent pas. Ouais, fais du cinéma, c'est une question de volonté. Est-ce que t'es légitime aussi d'en parler? Est-ce que t'es légitime de souffrir? Parce que les gens, c'est comme les violences sexuelles, tu peux tomber sur des personnes où tu te confies, ils vont minimiser, hiérarchiser ta douleur et tout. Comparer. Ou trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Mais ça marche pas comme ça. Tu te sens pas écouté, tu te sens pas compris. Surtout, rien que oui. Donc pour la dépression, c'est hyper triste parce que du coup, nos parents, encore une fois, ils banalisent ça comme si c'était vraiment rien. Alors que oui, je sais que mon père, il a dit par rapport à une de mes cousines qui est bipolaire, que il fallait qu'elle se bouffe le cul. Alors que clairement, c'est parce que personne fait vraiment des recherches assez approfondies, enfin en tout cas pas cette génération, mais c'est vraiment expliqué en fait comment ça fonctionne la dépression. C'est parce qu'on a une des molécules qui s'appelle la sérotonine dans le cerveau, et ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde a dans le cerveau. Ça c'est vraiment voilà. Mais bon, par moment il arrive que la sérotonine il n'y en ait pas assez. Et donc du coup, c'est donc entre guillemets la cause des troubles de l'humeur. Et encore, ça c'est vraiment juste au niveau simplifié, genre. Oui, voilà, neurologique, tout ça quoi. Mais sinon, c'est vraiment très triste de penser une maladie mentale, pas seulement les troubles de l'humeur, mais comme quelque chose de vraiment juste banalisé et très... ou alors quelque chose de fou, où on a tous cette image en tête de... comment ça s'appelle, des salles d'isolement, avec... je sais plus comment ça s'appelle, les genres de manteaux... Les camisoles. Merci, les camisoles. Ça c'est un peu ce qu'on a en tête quand on parle de psychiatrie. Par exemple, juste ça, on parle de psychiatrie, on pense à ça. Alors que la psychiatrie, c'est des comment ça s'appelle, des chambres classiques d'hôpital, tout ça. Après, c'est vraiment juste comment dire, c'est des endroits d'accueil et d'écoute et de... Après, malheureusement, encore une fois, tout ce qui est psychologie, psychiatrie, c'est quand même vachement récent. C'est encore du mal ça a changé parce qu'avant tout ce qui était justement centre psychiatrique, etc., c'était des trucs de torture, très clairement. Ça a existé depuis longtemps, hein. Moi j'ai été hospitalisée en psychiatrie il y a 5 ans, 3 fois. Chaque hospitalisation a duré 1 mois, 1 mois et demi. Et là dernièrement, au mois de décembre de l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai honte en fait de dire aux gens que je rencontre, j'ai été hospitalisée en psychiatrie et tout, mais c'est une maladie comme si, je sais pas, je m'étais foulé la cheville, il fallait que j'aille faire une radio, j'irais à l'hôpital et j'aurais pas honte de le dire en fait. Mais là je vais en hôpital psychiatrique et du coup il y a une certaine forme de honte, de peur de jugement de l'autre, Oui, c'est vrai que si tu fais le parallèle entre la santé physique et la santé mentale, t'auras jamais de honte de dire à quelqu'un je me suis cassé le genou ou je me suis foulé le poignet, alors que dire j'ai eu un moment difficile, j'ai eu un down, ma santé mentale a été compliquée. Ouais, c'est plus dur. En plus, on sait même pas comment expliquer, t'as vu, là, j'ai même pas su comment dire. En fait, tu sais pas quoi dire, comment tu expliques ça? Ouais, c'est compliqué parce que les hôpitaux... Y a pas de mots? Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, après, t'as des maladies, mais faut avoir un diagnostic. Mais c'est tout le monde en a pas. Ça prend des années. Bah oui. Moi, on m'a diagnostiqué un trouble de l'humeur, mais ça fait depuis que j'ai 8 ans que je suis suivie en psychiatrie, psychologue, etc. Ça fait 5 ans qu'on parle de trouble de l'humeur, on n'a jamais mis de mots sur le trouble. Ils savent pas, en fait. Borderline, bipolaire, dépression récurrente, il y a tellement de termes, et vu que ça se passe dans le cerveau, c'est compliqué pour un médecin de dire c'est ça. Pour ça, il faut voir des spécialistes, et c'est malheureusement les médecins généralistes,
Ils sont pas là pour, ils y connaissent rien, enfin, on va dire qu'ils y connaissent rien, mais ils sont pas adaptés. Voilà, c'est pas adapté. Ils peuvent prescrire des antidépresseurs par exemple, mais c'est pas eux qui peuvent faire un diagnostic. Ouais, non. Ce qu'on peut avoir. 1, 2, 3. Mais c'est génial que vous parliez de ça parce que justement, ça fait la transition pour la question que j'avais pour vous. Est-ce que aujourd'hui les accompagnements proposés pour la santé mentale, on va dire ça comme ça, vous semblent adaptés? Pas accessible. Dans quel sens? Trop cher. Pas accessible à tous. Genre, ah ouais? Quel côté exemple, financier, toi, Julie, tu dis? Ah ouais. Une psychothérapie en moyenne, Ah une séance c'est 60 €. Ah oui, oui, c'est ça. Et quand tu as besoin vraiment de voir un psychologue, le mieux c'est de le voir au moins 2 fois par mois. C'est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Et sauf que 120 € pas remboursés, ouais. Donc ça serait surtout financièrement, c'est pas accessible. Mais c'est un peu... Ça devrait être compris dans la sécu. Après maintenant t'as les trucs dans la sécu, mais il faut que la personne elle soit psycho-clinicienne. Oui. Si tu prends une psychothérapeute, donc ça veut dire qu'elle a pas fait d'études de psycho et que du coup elle est thérapeute de par sa formation, c'est pas pris en charge, sauf maintenant pour les mutuelles, parce que c'est devenu un business. Donc ils l'ont inclus. Moi par exemple, dans ma mutuelle, j'ai 6 séances par an de médecine douce. J'ai un forfait de 40 €, peu importe le prix de la séance, j'ai un forfait de 40 € pour 6 séances. Donc du coup, j'ai une psychothérapeute et j'ai payé mes 6 séances. En gros, j'ai payé 20 € ma séance. Mais maintenant, je vous rejoins, ça va être 60 € la séance. J'en faisais 2 par mois, ça me revenait à 40 € par mois. Et là, je peux pas en faire 2 par mois parce que ça me fait 120. Je peux pas. C'est pas possible. Là, 60 €, c'est ouais, c'est pour 50 minutes en plus, ça va. Hein. Ouais, mais franchement, 60 €, pour moi, c'est un peu le minimum au niveau. Ouais, c'est vrai. C'est le minimum, ouais. Si vraiment tu fais des séances à 100 € là, 100 € ouais. Pour combien de minutes? Je pense que c'était 1 heure aussi. Hein. Mais je suis pas sûre. Après, je vais pas non plus. Parce que moi, c'est pas une non, mais heure, oui, ça existe. 60 €, j'ai pas 1 heure pile. Moi, j'ai 50 minutes. Ouais, ça doit être ça. Je sais que c'est ça. Le type psychologue, psychiatre, encore une fois. Qui sont vraiment pas qualifiés pour être dans ce genre de branche. Non, c'est vrai. Parce que il y en a. C'est vrai qu'il y en a qui font des dingueries. Hein. Ouais, j'ai entendu des retours, c'est chaud. Hein. Non, franchement, c'est là où je me dis que. Il y a un problème. Oui, il y a vraiment un problème au niveau du recrutement, au niveau des études et même des diplômes en général. Genre, en tout cas en psycho, là, j'ai pas eu de master parce que j'ai pas les notes pour. Mais est-ce que finalement c'est les notes qui comptent le plus, ou est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que par exemple si on a de l'empathie, savoir écouter, savoir accompagner la personne, ce serait quand même bien à prendre en compte. 1, 2, 3. Notre nous à sauver. Et qu'il faut pas du tout en avoir honte parce que c'est quelque chose de normal que tout le monde peut avoir et que surtout il faut se faire confiance. Et il faut s'écouter du coup. Il faut s'écouter et ne pas ne pas être poussé par les gens à aller voir certaines personnes ou quoi, parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est quand nous, on en a envie, en fait. Il y a des timings, quoi. Il y a des timings, ouais, ok. Ok, merci Jade. Johanna, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Moi, je rejoins Jade. Je trouve que c'est un cheminement à faire soi-même. Genre, contacter un thérapeute quand on en ressent le besoin et pas quand on nous l'indique. Parce que ça peut être contre-productif et même encore plus traumatisant si on va chez un thérapeute alors qu'on n'est pas prêt. Donc voilà, et puis vous n'êtes pas seul. Ouais. Oui. Tu peux peut-être nous dire 2 mots sur Penser ces mots? Oui, du coup, l'association Penser ces mots, c'est une association de soutien aux personnes victimes de violences sexuelles, sexistes et de genre, et on propose des ateliers d'art comme moyen d'expression. Trop bien, merci. Et Julie? La santé mentale, le petit mot de la fin, extérioriser, parler, s'entourer, pas rester seul, ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide.
Tout ce qu'un résumé de ce qu'on a dit vraiment, ouais, ce qu'on a abordé. Je trouve que pas avoir honte et ne jamais oublier qu'en fait on n'est pas du tout les seuls au monde à vivre ce qu'on vit et que c'est pas ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas personnel quoi. Tout le monde passe par là, même si c'est pas extérieur de la même façon, même si tout le monde passe par là. Oui, ça fait partie de nous, quoi. J'aimerais bien vraiment, ouais voilà, c'est humain en fait. Moi franchement c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que nous sommes tous concernés. La vie de paillettes nous sommes tous concernés, mais non, puis c'est pas le but en vrai, la vie c'est pas ça quoi. Non, c'est clair. Mais ouais, moi mon mot de la fin c'est nous sommes tous concernés et comme vous avez un peu tout dit, de ne pas rester seul, sauf si vous en avez besoin. Peut-être que vous avez besoin de ça, mais en tout cas sachez que si vous avez besoin d'être entouré, vous avez des choses qui peuvent vous aider. Johanna, elle a créé son asso. Moi, j'ai créé une plateforme pour mettre en lien les femmes, pour parler de relations, pour avancer dessus de manière collective et individuelle. Je vous mettrai les liens en description. Et donc voilà, sachez que si vous avez besoin d'entourage et de parler de santé mentale, et d'ailleurs je pense que je ferai des cercles de parole vraiment dédiés à comment je vis en ce moment, pour qu'on puisse en parler. N'hésitez pas parce que c'est possible de se réunir sur ce sujet parce qu'il n'y a pas à en avoir honte du tout. Merci les filles pour ce moment, pour cette discussion sur ce sujet très important. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir et puis on se dit à bientôt. Des gros bisous. Bisous.